Souvent, on va opposer la souveraineté, on va opposer ou on va mettre côte à côte et on va faire dialoguer, débattre, souveraineté alimentaire, sécurité alimentaire. Et comme on disait, l'importance de la notion, de la dimension géopolitique de l'agriculture et de l'alimentation, qui clairement traverse ces deux notions et nous permettent de bien les comprendre et de pouvoir savoir un peu sur quoi on table. La souveraineté alimentaire, c'est, si on devait faire aller très simple, c'est le droit d'un pays, d'un peuple d'être souverain sur son alimentation, donc de produire ce qu'il veut. Moi, je rajouterais de produire ce qu'il peut, parce que la souveraineté, quand on la lie à l'alimentaire, on doit la lier à ce qui produit l'aliment, donc à l'agriculture, l'élevage. Donc tous les pays ne partent pas sur la même ligne de départ. On peut avoir le même concept de souveraineté, mais on peut ne pas avoir la même réalité de ce que peut signifier la souveraineté pour un pays ou pour un autre. Concrètement, pour faire de l'agriculture, il faut des terres, il faut de l'eau, il faut des semences, il faut des hommes, de la connaissance, et puis après tout ce qui va l'entourer, de la logistique et des infrastructures, etc., etc. Certains pays ont la chance, nous en faisons partie, nous la France, nous Européens, notre continent a cette chance-là. Nous avons des terres qui sont bonnes, des climats qui nous permettent de pouvoir cultiver à différentes saisons, et donc de pouvoir assumer une souveraineté alimentaire, de choisir ce que l'on veut produire, donc ça peut être du blé notamment, puisque c'est un produit de la sécurité alimentaire, et de faire des choix clairement assumés et de les exécuter. Il est évident que quand on prend des pays arabes notamment, plutôt désertiques, plutôt en déficit hydrique, la souveraineté alimentaire, elle est plutôt difficile. Là, on va basculer sur l'autre représentation, qui est celle de la sécurité alimentaire. Celle de pouvoir sécuriser, assurer son approvisionnement en aliments. Donc, évidemment, si on est souverain, on peut tendre à la sécurité alimentaire, peut-être de manière plus autonome. Par contre, quand on n'est pas souverain sur sa production agricole et sa production alimentaire, on peut dépendre des importations, on peut dépendre de la volonté d'autres pays de pouvoir nous assurer cet approvisionnement alimentaire ou non. Donc ces deux concepts, ils ont une forte résonance géopolitique, parce qu'évidemment, l'agriculture c'est quelque chose, c'est un objet géopolitique, puisque s'inscrit dans des territoires, c'est géographique, c'est spatialisant, c'est une des fonctions premières d'ailleurs de l'agriculture, c'est d'occuper l'espace et de le transformer en territoire, avec des populations qui vont s'identifier à ces territoires. Et c'est aussi la possibilité, on vient de l'évoquer, de pouvoir utiliser l'aliment à des fins qui soient plus ou moins, on va dire, nobles, mais en tout cas à des fins de sécurité alimentaire, c'est-à-dire offrir à la population la possibilité de se nourrir, ou pas. Ça peut être aussi un choix. Dans certains pays, on décide de développer ou non l'agriculture et d'y amener notamment de l'eau pour aider le développement d'une population, ou au contraire, la maintenir dans une forme de dépendance alimentaire. Et quand on a la clé de la dépendance alimentaire des populations, évidemment, on pense pouvoir les contrôler. Mais inversement, ces populations, si elles ne sont pas nourries et risquent de mourir de faim, peuvent se retourner contre le pouvoir. Donc c'est une forte dimension géopolitique, l'agriculture. Et donc, cette dimension géopolitique, si là, elle est dans un cadre qu'on pourrait qualifier de local, évidemment, elle s'étend à des relations internationales, à une diplomatie. On peut parler de l'arme alimentaire, mais tout simplement aussi quand des pays ne sont pas souverains pour la production agricole et la production alimentaire, ils peuvent se projeter vers l'extérieur et chercher à sécuriser non pas leur approvisionnement sur les marchés internationaux, mais directement en externalisant leur production. Ils vont aller chercher les terres qu'ils n'ont pas, ils vont aller chercher l'eau qu'ils n'ont pas. C'est ces fameux
ce fameux land grabbing dont on a beaucoup entendu parler au début des années 2010, l'accaparement de terre, on a ce mot accaparement comme souvent une violation des droits des populations locales, mais beaucoup de ce land grabbing est légal, sont des pays qui rentrent en relation et au moyen de transactions légales et légitimes se achètent des terres, louent des terres, ils font produire les besoins alimentaires des populations qui, elles, ne peuvent pas le faire. Donc, l'importance de ces deux notions au regard de la dimension géopolitique de l'agriculture et de l'alimentation, parce qu'évidemment, ça va déterminer beaucoup des choix des pays. Quand on est nous souverains aussi, qu'est-ce qu'on choisit de produire? Aujourd'hui, la question se pose suite au Covid et aux disruptions des chaînes alimentaires dans le monde, la guerre en Ukraine, les disruptions des chaînes d'approvisionnement du blé, du maïs, du tournesol nous ont fait nous poser beaucoup de questions. Est-ce qu'on est suffisamment souverain? Est-ce qu'on n'a pas certaines dépendances qui pèsent sur notre sécurité et sur nos choix? Le débat est aujourd'hui ouvert, d'autant que ces deux phénomènes, et surtout la guerre en Ukraine, a rappelé à quel point l'Europe avait un manque d'idéologie géopolitique. Elle l'avait mise au placard, reniée, et aujourd'hui, via cette guerre de haute intensité à nos portes, via nos dépendances énergétiques vis-à-vis de pays qui peuvent être aujourd'hui considérés comme des pays ennemis de notre continent, la question de l'agriculture fait aussi un retour dans la dimension géopolitique que doit porter l'Europe. Alors déjà, l'Europe fait face, depuis la guerre en Ukraine, à un défi idéologique, celui d'opérer, alors non pas de gré, mais maintenant de force, une transition géopolitique, alors que la substance de la création de ce bloc européen, c'était justement le rejet du géopolitique, le géopolitique étant associé à un héritage du nazisme. Donc la construction européenne, c'était essayer de démontrer que nous pouvions avoir une enceinte régionale multilatérale où les conflits ne seraient pas résolus par la force, mais par la discussion, par l'entente, par le commerce, notamment comme un fil conducteur de la capacité du continent à pouvoir mettre sous l'éteignoir des volontés passées on va dire d'expansionnisme entre les pays européens. Et aujourd'hui, c'est non pas l'inverse, je dirais pas que c'est une contradiction, parce que l'Europe en son sein n'est pas en train de se fragmenter, mais il y a une fragmentation du monde, et l'Europe doit s'unir dans cette fragmentation en s'armant en s'armant géopolitiquement. Et évidemment, ça vient contredire le discours, mais l'idée n'est pas qu'il y ait une contradiction et que l'un soit abandonné au profit de l'autre, c'est comment l'un et l'autre se mettent au service l'un de l'autre. Et ça, évidemment, c'est l'un des enjeux de cette décennie qui s'ouvre à nous. C'est l'un des défis que nous pose la guerre en Ukraine et surtout cette guerre à haute intensité aux portes de l'Europe. Et ça nous impose donc de réfléchir et de re-questionner tout ce qui a été finalement le consensus politique jusqu'à présent, et notamment en ce qui nous concerne ici dans les questions agricoles et alimentaires, à savoir comment cette transition géopolitique peut-elle être interprétée d'un point de vue agricole et alimentaire, sachant que
L'Europe est tout de même la première puissance agroalimentaire mondiale. C'est quand même, on est en termes d'échange, on est à 400 milliards d'euros d'importation, d'exportation, et on a plus de 230 milliards, on a à peu près 230 milliards d'euros d'exportation. Donc on est au cœur des échanges internationaux agricoles et alimentaires. On en est les leaders, et depuis de nombreuses années, on a mis en application ce qui était l'objectif de la création de l'Union européenne, c'est-à-dire imposé par la persuasion de l'exemple, la persuasion de nos normes, un modèle au reste du monde. Et aujourd'hui, ce modèle, il est clairement questionné, mais il est questionné par les événements géopolitiques, mais il était d'ores et déjà questionné par d'autres événements qui sont évidemment de nature géopolitique, mais l'événement de la montée en puissance des émergents dans l'arène politique internationale, et au niveau de l'agriculture et de l'alimentation, ces émergents ont bousculé la hiérarchie depuis maintenant une vingtaine d'années. On pense au Brésil, on pense à l'Inde, on pense à la Chine. Ces émergents, on pense à la Russie évidemment, qui en est peut-être aujourd'hui l'illustration la plus frappante avec l'attaque de l'Ukraine, avec le blocage des exportations des céréales ukrainiens, cette montée en puissance des émergents, et en plus s'associe à une volonté de ces émergents de travailler de concert. Ils se mettent dans des coalitions. Alors la coalition la plus en vue et celle qui est revenue sur le devant de la scène très récemment, c'est celle des BRICS, qui s'élargit. Aujourd'hui, on a quand même alors c'est une coopération, c'est un bloc de coopération. On n'est pas au niveau d'un bloc politique tel que l'Union européenne. Et ces pays en leur sein, ce groupe en son sein est traversé de divisions qui seront difficilement surmontables. On peut penser entre la Chine et l'Inde notamment, deux rivaux qui pourraient être assez facilement au bord de la guerre. Donc on peut difficilement parfois imaginer ce bloc comme un bloc uni, mais dans le sujet alimentaire, il y a clairement des synergies qui sont évidentes entre des pays qui sont parmi les plus gros producteurs de la planète et des pays qui sont parmi les plus gros consommateurs de la planète, pour lesquels la stratégie de sécurisation alimentaire est prioritaire. On peut penser à l'Arabie Saoudite, on peut penser aux Émirats Arabes Unis, qui est un plus petit pays, mais on peut penser à la Chine notamment, pour qui la sécurité alimentaire est absolument primordiale, et notamment dans sa quête d'hégémonie face aux États-Unis. Les BRICS élargis aujourd'hui, c'est la moitié, voire plus de la moitié de la production des grains stratégiques dans le monde. Si on ne considère pas les synergies possibles dans ce groupe sur l'alimentation et l'agriculture, et que on ne pense pas en termes géopolitiques cette synergie, l'Europe court au-devant d'une désillusion, pour le dire, on va dire au mieux, mais on est face à notamment ce que moi j'appelle une guerre des représentations dans l'agriculture. On a ici une synergie de pays qui ne veulent pas se voir imposer les normes européennes, et notamment les normes sur l'environnement. Elles y sont clairement opposées, voire plus qu'opposées, elles ont une idéologie même contraire. Si on prend la question du réchauffement climatique, qui pour nous est une urgence absolue et une évidence catastrophique, si je prends le point de vue de la Russie en agriculture, mais pas qu'en agriculture, c'est une aubaine, c'est voire même une opportunité. La fonte des glaces arctiques, la libération des routes via l'Arctique, donc d'un point de vue stratégique, la fonte du pergélisol, la libération d'immenses terres en Sibérie pour la production agricole, qui permettrait à la Russie de devenir, déjà que c'est une immense puissance agricole, mais deviendrait une super puissance, une hyper puissance agricole. On en est peut-être encore un petit peu loin, mais ça fait partie
on va dire du spectre des idées que la Russie manie autour du changement climatique. Et pour eux, évidemment, il n'y a pas de lien avec l'Union européenne depuis longtemps sur les questions d'agriculture, d'alimentation, voire même climatique. Mais cet enjeu-là, dans un contexte d'agriculture, il est particulièrement frappant et particulièrement marquant. Et ces discours qui traduisent des représentations fortes des acteurs, notamment des BRICS, aujourd'hui circulent entre eux. Et n'oublions pas que si nous, Européens, nous avons réussi à imposer des normes, et nous avons notamment réussi à imposer ces normes parce que nous avons réussi entre nous à nous mettre d'accord dans une enceinte régionale multilatérale, où on avait un cosmopolitisme assumé, dans l'arène géopolitique, il en va tout autrement, puisque les normes, ce ne sont jamais que la traduction des représentations, et que dans cette géopolitique normative, aujourd'hui, il y a clairement guerre de représentation, et ça se traduira par une guerre dans la géopolitique normative, et donc dans l'accès à des marchés, dans notre capacité à peser, nous, Européens, sur les équilibres alimentaires mondiaux, sur la sécurité alimentaire mondiale, au profit de pays qui n'ont pas tous la même vision de l'avenir politique du monde, géopolitique du monde, et pour qui la géopolitique est largement au-dessus de la cosmopolitique, si on peut parler ainsi. Alors, la question de savoir si ces discours vont être contradictoires et ou ensuite audibles, et donc acceptés ou acceptables. Cette question-là, je pense qu'aujourd'hui, elle est sous-tendue par le choix que va décider de faire l'Europe ou non de sa transition géopolitique et d'assumer sa transition géopolitique vers une Europe du géopolitique. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on oppose la construction de l'Europe dans cette enceinte régionale multilatérale où on a fait, où c'était le primat était le cosmopolitisme, à une géopolitique où ce serait le règne de la force, finalement, des conflictualités et des rivalités et des tensions. L'un et l'autre ne s'opposent pas. L'enjeu de l'Europe, ça va être d'arriver à les concilier pour qu'ils s'accompagnent. Si on pouvait se permettre de dire les choses comme ça, la guerre est à nos portes. On a tout fait pour nous ne plus avoir à faire la guerre, ni entre nous, ni contre qui que ce soit dans le monde. Et on a fait le pari de la persuasion, notamment la persuasion par notre propre exemple, celle de nos normes, celle de nos orientations politiques, de nos choix de démocratie. Aujourd'hui, on a une expérience qui est plus que valable et qui peut être mise au service du reste de l'humanité, en tout cas des groupements politiques. Mais par contre, la géopolitique ne s'étant jamais éteinte, et nous l'ayant fui, aujourd'hui, elle nous a rattrapés et elle n'invalide pas nos acquis, elle n'invalide pas nos discours, elle n'invalide pas nos idées. Par contre, elle nous oblige à s'en emparer. Et ce n'est qu'en s'en emparant qu'on va pouvoir aussi définir comment on pourra allier notre conception de l'Europe, du monde, de la politique et du commun et des enjeux communs, puisque si on a une fragmentation du monde et que pour l'instant le mouvement est plutôt à l'accentuation de cette fragmentation du monde, il y a des sujets qui dépassent largement cette fragmentation et le climat en est un. C'est une évidence et que on ne va pas rentrer, ce serait le risque, ce serait de penser que advenir en tant que Europe géopolitique serait devenir une Europe autarcique et donc une Europe qui se coupe du monde.
Et ça, ce serait, je pense, le scénario du pire en termes de paroxysme géopolitique pour l'Europe. L'Europe, tout comme l'Europe a une difficulté à se créer une identité géopolitique, l'identité agricole de l'Europe, elle est traversée par aujourd'hui clairement une crise des représentations de son agriculture. On a, si je fais un parallèle, on a un bloc de pays aujourd'hui qui se forme. On va reprendre les BRICS, avec parmi ces producteurs des puissances agricoles. On pense au Brésil, à la Russie, à l'Argentine, l'Inde et la Chine qui sont des puissances agricoles aussi, même si elles ont des besoins en importation qui n'ont absolument rien à voir avec ni la Russie, ni le Brésil, ni l'Argentine. Ce bloc aujourd'hui est vraiment traversé par une représentation très forte autour de la sécurité alimentaire. Les producteurs et les consommateurs, on a quand même les plus grands consommateurs. L'Égypte va rentrer dans les BRICS, premier consommateur de blé au monde. On a des pays qui sont traversés par cette idée de la sécurité alimentaire à tout prix. Et je le dis autant pour les pays qui sont on va dire dépendants de cette sécurité alimentaire, dans le sens où ils doivent importer, et s'ils n'importent pas, c'est l'explosion des prix, ça peut être des émeutes telles qu'on les a connues au début des années 2000. Et on a de l'autre côté du spectre ceux qui sont des pourvoyeurs de l'alimentation mondiale, mais qui ont depuis très longtemps opéré une clarification stratégique quant à leur place au sein de la sécurité alimentaire mondiale. Aujourd'hui, on produit, un point, c'est tout. Quand on leur parle de destruction d'écosystèmes en Amazonie, dans le Cerrado, dans le Chaco, en Amérique du Sud, c'est une fin de non-recevoir. C'est nous, on produit, point barre. Mêlez-vous de ce qui vous regarde, on va gérer nos problèmes, mais nous, on est là pour assurer la sécurité alimentaire. Et vous, Européens, n'avez pas à nous donner de leçons parce que, en gros, on vous nourrit pas, ou alors on vous vend des oléoprotéagineux pour vos élevages. Mais, et ça, je l'ai personnellement entendu, que ce soit au Brésil ou en Argentine, c'est on peut se passer de vous. Aujourd'hui, nous, notre client, c'est la Chine, notre prochain client, c'est l'Inde, nos prochains clients, ce seront les Africains, les Européens, on peut se passer de vous, quoi. Voilà, c'est assez clair. Sont des représentations que l'on peut juger simplistes. Pour certains, de l'autre côté du spectre, diront elles sont légitimes. Une représentation, on peut la questionner, mais une chose est sûre, c'est qu'une représentation, elle est là et on doit faire avec. On doit composer avec. Nous, notre représentation, aujourd'hui, elle est bousculée. On a une perte de nos représentations. Un monde agricole qui a été clairement attaqué, et parfois pour des raisons très légitimes, sur son modèle d'épuisement des ressources, le sol, l'utilisation à outrance peut-être des produits phytosanitaires, un manque de prise de conscience des enjeux environnementaux, mais entre ce que je dis là et une réalité qui a été absolument crue et dure dans certains pays européens, notamment la France, et au sein de l'Union européenne, des pays qui, eux, ont cette vision aussi de la sécurité alimentaire, les pays de l'Est notamment, cette vision qui diffère un peu de celle du bloc des pays type BRICS, mais qui est clairement associée à des difficultés historiques concernant leur sécurité alimentaire. Il va falloir concilier tout ce beau monde. Je pense que la conciliation passera par une mise au point de qu'est-ce qu'une Europe géopolitique. Parce que si on est d'accord sur ce qu'est-ce qu'une Europe géopolitique, il est évident que la durabilité ne s'y oppose pas, bien au contraire. Ce sera de penser notre souveraineté européenne au travers de notre agriculture, nos énergies, notre transition écologique. On n'a jamais eu une volonté de transition écologique aussi
énergétique aussi rapide que depuis l'invasion russe en Ukraine. Et je pense qu'on a à peu près la même fenêtre d'opportunité qui s'ouvre sur l'agriculture. Ce qui pose une question. Si l'Europe se pense géopolitiquement, il va falloir que l'Europe dépasse une vision de la géopolitique qui ne se réduirait qu'aux conflictualités, aux rivalités et aux rapports de force. Et qu'elle intègre la dimension géographique, dans sa géopolitique, c'est géographie, donc cette dimension géographique de son environnement, et quoi de mieux que l'agriculture pour définir cette dimension géographique. Et là se pose une question. Est-ce que oui ou non, l'Europe qui balbutie sur son ouverture à l'Est, décide oui ou non de passer l'accélérateur et d'intégrer l'Ukraine, avec ce que ça peut impliquer. C'est-à-dire que pour l'instant, on a des pays de l'Est qui sont vent debout contre les importations ukrainiennes de céréales. Est-ce que ce clivage-là peut-il être dépassé, oui ou non, par l'intégration d'un pays qui fait 600 000 km², qui concentre parmi les terres les plus riches au monde, qui est un acteur du monde agricole mondial majeur aujourd'hui en blé, en tournesol et en maïs, et qui pourrait nous permettre d'avoir un capacitaire renforcé. On est la première puissance agroalimentaire mondiale. Avec l'Ukraine, on pourrait asseoir cette domination et s'en servir déjà au titre de notre souveraineté, mais au titre aussi du poids que l'on prétend avoir sur les équilibres alimentaires mondiaux.